Sœur Mélanie est entrée au couvent parce qu'elle s'est crue appelée par Jésus. En fait, ses parents, sa mère surtout, l'ont un peu poussée à entrer dans les ordres. Ils ont déjà marié leurs 4 filles aînées et ils sont un peu gênés pour doter leur petite dernière. Et puis elle n'est pas très jolie, avec son pied beau. Le Seigneur s'en contentera plus facilement qu'un autre. Mais la route de sœur Mélanie, religieuse malgré elle, va croiser celle d'un abbé trop séduisant. Au centre de Tripostal de Montauban, en cette nuit d'avril 1943, en pleine guerre, des hommes s'activent comme toutes les nuits pour acheminer les lettres vers leur destinataire. Philippe Vigou pousse soudain un cri étouffé. « Ah, les salauds! Tiens, encore une !» Il brandit une enveloppe modeste. L'adresse qui y figure est inscrite d'une écriture appliquée, un peu enfantine. Elle a de toute évidence été tracée avec un stylographe et l'encre est d'un violet très pâle. Au cri de Philippe Vigou, son collègue Sébastien Moureux s'approche. « Fais voir !» Il saisit l'enveloppe, déchiffre l'adresse. À monsieur l'officier commandant la commandanture des forces d'occupation, 43, Faubourg Léon Cladel, Montauban, Tarn-et-Garonne. Sébastien tourne l'enveloppe, mais aucune adresse ne figure au dos de l'enveloppe. Voyons un peu ce qu'elle raconte, celle-là. D'un doigt nerveux, il ouvre l'enveloppe. C'est grave ce qu'il fait. Viol de correspondance. Mais on est en pleine guerre, et les Français sont malheureusement, on le saura plus tard, des sortes de champions européens de la lettre anonyme. Sébastien commence à lire à mi-voix. « Monsieur, c'est avec beaucoup de regret que je prends ma plume pour vous signaler les activités de mauvais Français qui travaillent en secret avec les Anglais dans un réseau de terroristes contrairement au désir de notre bien-aimé maréchal, le sauveur de la France. Ces hommes, particulièrement dangereux et armés, sont les suivants. Philippe Vigou, actuellement employé des postes au centre de Montauban. Hervé Lédouis, agriculteur de la commune d'Albiaz. » Et la liste continue, alignant une douzaine de noms différents. Vigou, en entendant son nom, s'est assis. Il est pâle, malgré son teint hâlé d'homme du sud-ouest. Eh ben, dis donc, le saligo. Heureusement que tu as remarqué l'adresse. On peut dire que j'ai eu chaud aux fesses. Et en plus, ce traître est drôlement bien renseigné. Sébastien approuve et ajoute « Faut vraiment renforcer la surveillance du courrier. Encore heureux que cette dénonciation n'ait pas été glissée directement dans la boîte de la commandanture. Le problème, c'est que cette ordure va s'attendre à voir sa dénonciation suivie des faits. Ça doit être quelqu'un qui me connaît bien. Peut-être un gars du réseau. Si rien ne se passe, il va certainement renouveler sa dénonciation. Ah, si je tenais ce fumier !» Le lendemain, les 2 hommes qui ont emporté la lettre se retrouvent chez Philippe pour examiner de plus près cette sinistre pièce à conviction. Peut-être qu'un détail qui leur a échappé pourrait permettre l'identification du traître, mais rien. Le papier est modeste, quadrillé, l'écriture enfantine mais sans faute d'orthographe laisse présager qu'il s'agit de quelqu'un qui a poursuivi ses études au moins jusqu'au certificat. Aucune odeur particulière sur le papier. Comment retrouver ce salaud? Je ne vois qu'une manière, mais qui risque de prendre beaucoup de temps, en admettant même qu'elle réussisse. Tout d'abord intercepter les prochaines lettres de cette pourriture et déposer des échantillons de son écriture chez Samson et chez Madeleine. Les libraires que nous connaissons? Oui. La lettre a été postée à Villebourdon. C'est notre seule chance. Si le dénonciateur a besoin un jour d'acheter un stylo ou une plume, il y a de fortes chances pour qu'ils viennent chez eux. Et à quoi ils le reconnaîtront? Eh bien, nous allons leur demander pour chaque client qui viendra acheter un stylo de s'arranger pour obtenir une ligne d'écriture. Ils n'auront qu'à prétexter un essai. Si on y arrive, on aura une veine de cocu, si tu as mieux proposé. Dès le lendemain, Samson et Madeleine, les libraires affiliés au réseau de résistance Honneur de la France, sont mis au courant de leur mission de longue haleine. On leur confie une ligne découpée dans la lettre de dénonciation, une ligne sans importance et pas compromettante. Les jours et les semaines passent. De temps en temps, Philippe, Sébastien ou un autre du réseau PTT poussent le même cri de rage et en même temps de satisfaction. Encore une. Décidément, quel salaud. Il veut notre peau. Toujours la même écriture, la même encre violette un peu pâle, le même papier quadrillé. Mais les noms diffèrent. Décidément, ce dénonciateur est du genre dangereux et bien renseigné. Un soir, on sonne chez Philippe. Il est contrarié parce qu'il est occupé avec Sébastien à confectionner des tampons de caoutchouc pour fabriquer de faux papiers. Mais il jette un regard à travers les volets. C'est Madeleine. Elle a l'air seule. Une fois la porte ouverte, Madeleine, une petite bonne femme à l'air décidée, entre et annonce « Ça y est, nous avons réussi. Le corbeau est venu chez moi pour acheter un stylo. Alors, comme d'habitude, j'ai proposé un essai d'écriture et voilà. Mis à part la couleur de l'encre et le papier, c'est bien ça. Tenez, regardez. On reconnaît bien cette manière de barrer l'été.
Et regardez le J majuscule. Les deux hommes déchiffrent l'exemplaire d'écriture que tend Madeleine. Ils sont étonnés du texte. Jésus est ma seule joie, mon cœur est empli de son amour. Drôle de texte, sous la main d'un cochon de collaborateur. Et alors, qui c'est ce salopard? Tu l'as identifié? Madeleine s'est assise et tripote son sac à main. Les gars, vous n'allez pas me croire. La personne qui a écrit ça, c'est une bonne sœur des Dames de Lorette. Qu'est-ce que tu racontes? Et je la connais. C'est sœur Mélanie. C'est celle qui fait office d'infirmière au couvent. Une petite nonnette bien sympathique. Du coup, Philippe et Sébastien vont chercher dans une cache secrète les enveloppes des lettres de dénonciation pour comparer. Mais pas de doute, c'est la même écriture. Tout coïncide, la hauteur des lettres, la rondeur des lettres. Bon, il faut qu'on mette la main dessus. Et le plus vite sera le mieux. Quelques jours plus tard, deux autres résistants arrivés de Caussade quittent la maison de Philippe à la nuit tombée. Ils sont vêtus de longs manteaux sombres et coiffés de feutres sinistres. Les rares passants qui les aperçoivent croient reconnaître des flics en civil travaillant pour les Allemands. Les deux résistants, pour plus de précaution, sont munis de faux papiers. Ces papiers confirmeraient, en cas de besoin, leur peu reluisante identité. « Bonjour, ma sœur. Nous aimerions rencontrer sœur Mélanie. » La sœur qui vient d'apparaître à la porte de la communauté des Dames de Lorette est tellement émue qu'elle regarde à peine les papiers des deux hommes. Sœur Mélanie n'est pas là. Elle passe 2 jours dans sa famille, appuie celle-ci. À quelle adresse exactement? Munis de renseignements, les deux faux policiers remontent dans leur voiture et prennent la direction depuis celle-ci. Ils y arrivent sans encombre et se rendent directement à la ferme des Lacaze. Là, une nouvelle déception les attend. La mère Lacaze, un peu raidie par l'émotion en identifiant ses interlocuteurs, leur dit « Ma fille est à Vêpres. Elle a fait quelque chose ?» Les deux autres ne répondent même pas. Ils sont déjà en route vers l'église du village. Là, ils n'ont pas de mal à reconnaître sœur Mélanie, sa coiffe et son col blanc, son visage rond, encore enfantin. Elle parle avec le curé sur le seuil de l'église. « Sœur Mélanie, nous avons à vous parler en particulier. » Sœur Mélanie les suit en boitillant sous les platanes. Le curé, demeuré sur le seuil, essaie de comprendre, mais un regard des policiers lui fait comprendre aussi qu'il ferait mieux de rentrer dans sa sacristie et de s'occuper de ses burettes. « Sœur Mélanie, la commandanto a reçu plusieurs courriers que vous avez eu la bonne idée de lui adresser. Nous les avons trouvés très intéressants et très documentés. Mais il y a un petit problème. Si nous arrêtons les terroristes que vous nous signalez, nous ne pourrons pas les garder longtemps. Vos lettres sont anonymes. Alors il faudrait que vous veniez avec nous pour identifier certains d'entre eux et signer votre déposition. » Sœur Mélanie continue de sourire, un sourire qui fait froid dans le dos de ses interlocuteurs, et elle ajoute tranquillement « Eh bien, je vous suis. Il faut faire les choses dans les règles. » Quelques instants plus tard, les deux hommes et la nonne, traîtresse, sont dans la voiture. Ils évitent toute conversation et sœur Mélanie, qui a sorti son chapelet, en fait défiler les grains de verre entre ses doigts, le regard perdu sur l'horizon où le soleil décline. À la nuit noire, la voiture des policiers s'arrête devant une maison bourgeoise de la banlieue de Montauban. Un bâtiment de briques roses orné d'un perron. Tout autour, un parc, des cèdres centenaires. Dès que la voiture s'arrête devant le perron, les hommes qui sont prêts à l'intérieur ouvrent la porte. Les faux policiers introduisent sœur Mélanie dans un bureau. Au fond du bureau, écroulé sur le sol, un homme geint doucement, menotte au poing. Son visage est couvert de sang, sa chemise déchirée. « Ma sœur, reconnaissez-vous Armand Mestre, qui fait partie de la liste de terroristes que vous avez dénoncés ?» Sœur Mélanie s'approche. La lumière n'est pas très bonne, elle regarde Mestre sous le nez. « Ah oui, c'est lui, je le reconnais. Vous êtes prête à signer cette dénonciation ?»« Absolument. » Les faux policiers aimeraient insulter sœur Mélanie, la traiter de tous les noms les plus orduriers. Mais elle semble si calme, si convenable. Armand Mestre, le résistant torturé, s'est remis sur ses pieds. Tranquillement, il s'approche de la table et les trois hommes contemplent la nonnette qui se demande ce qui se passe. « Vous êtes une collaboratrice? Vous trahissez votre pays? Vous? Une bonne sœur? Pourquoi ?» Sœur Mélanie les regarde soudain avec des yeux agrandis d'étonnement. « C'est mon secret, ne me demandez rien. » Après de longues minutes de silence, elle finit par dire à nouveau « C'est mon secret. Fusillez-moi si vous voulez, je le mérite, mais ne me demandez rien. » Ils ne parviendront pas à en tirer davantage jusqu'au moment où on l'enferme dans une cave épaisse sans la moindre ouverture sur l'extérieur. Elle semble soudain résignée et apathique. « Bon, c'est pas tout ça, les gars. On peut pas la garder là jusqu'à la libération. Qu'est-ce qu'on fait? Elle a avoué. On lui tire une balle dans la tête?
Une bonne sœur? Oh ben tu parles d'un truc, je m'en ressens pas. Et si on demandait à un curton de confiance? T'en vois un, toi? Faudrait consulter un évêque ou un cardinal. Bah t'as qu'à écrire au pape. Mais après tout, sœur Mélanie a peut-être une excuse. Est-elle victime d'un chantage? Agit-elle pour protéger des êtres chers? Pour l'instant, sœur Mélanie croupit dans son cul de basse-fosse. Elle ne se plaint pas. Tout son temps est consacré à égrener son chapelet. Elle semble bien certaine du sort qui l'attend. Ça y est, les gars, je tiens la clé du mystère de sœur Mélanie. C'est Samson, l'autre libraire ami, qui révèle ce qu'il a appris par un membre du maquis. Sœur Mélanie est entrée au couvent sans vocation bien particulière. Malgré ses prières quotidiennes, elle rêvait sans doute d'un amour plus charnel que celui de Jésus. Et c'est ainsi qu'elle est tombée amoureuse de l'aumônier du couvent, l'abbé Micoulé, un bel homme qui a quelques succès mondains et qui fait parmer les bourgeoises. Micoulé, dès le début de la guerre, a pris contact avec les premiers maquisards, et il a rendu pas mal de services. Mais en même temps, il a recruté sœur Mélanie avec la bénédiction de la mère supérieure. Ça les a amenés à des déplacements communs, et ce que vous pensez est arrivé. Ils sont devenus amants et maîtresses. Oh, ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'Église. Tout aurait pu continuer dans la discrétion, mais Micoulé, mis en confiance, s'est mis sur l'oreiller à raconter pas mal de choses à sœur Mélanie. Quel amateur! Mais enfin, c'est contraire aux règles les plus élémentaires. Et le plus grave, c'est que là-haut, dans le maquis de Puységur, il a fait la connaissance d'une certaine Rolande Fouillou, qui servait d'infirmière pour rafistoler les blessés. Ah, je la connais, c'est une belle brune, et qui n'a pas froid aux yeux. Ben, au reste non plus. Elle et Micoulé, ça a fonctionné au quart de tour. Alors du coup, sœur Mélanie a vu s'éloigner son bel aumônier, et c'est là qu'elle a craqué, et qu'elle a voulu se venger de Micoulé, de la Fouillou et de tout le maquis. Et elle a commencé à envoyer ses lettres anonymes. Philippe Vigou soupire. Et grâce à elle, j'aurais pu me retrouver déporté. Ben alors qu'est-ce qu'on fait? C'est la mère supérieure qui a donné la réponse. Oh, je ne peux vous dire de la fusiller. Mais si vous décidez de le faire, j'enverrai quelqu'un pour la confesser. Ce qui fut fait.